Bonjour. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un travail qui consiste effectivement à essayer de saisir mieux comment se comportent les ménages en particulier et les véhicules par conséquent en matière de temps de détention. Parce qu'évidemment, lorsque on s'intéresse au matériel qui est susceptible d'être disponible en véhicule d'occasion, eh bien, il y a effectivement à s'intéresser à ça. Mais si ça m'intéressait moi, c'est parce que effectivement, je suis, comme beaucoup de gens, les principaux indicateurs qu'on peut avoir sur le parc, et j'ai été frappé depuis quelques années par ce que je montre ici, c'est-à-dire par le fait qu'au fond, on est tous focalisés sur le fait que le parc a tendance à vieillir. C'est vrai, hein, c'est indéniable, et c'est ce que vous avez sur le premier de mes graphiques. Par contre, il y a un indicateur qu'on nous donne de la même manière sur une base Sofres en l'espèce, hein, au niveau du CCFA. Ce sont les temps de détention, et là vous voyez que la courbe est continuellement croissante elle aussi. Hein, et quand on compare les croissances de nos deux indicateurs, eh bien le second des indicateurs, les durées de détention, croît plus vite que ne croissent les âges moyens du parc. Et derrière cela, eh bien, on a probablement des écarts types assez forts en matière de temps de détention, et par conséquent, une variable qui, pour l'ensemble des business automobiles, est une variable clé dont, à ma connaissance, on n'a pas cerné les clés. Je dirais, d'un point de vue scientifique, si vous voulez, on n'a pas une analyse morphologique des temps de détention qui soit satisfaisante de mon point de vue, et on n'a pas non plus, évidemment, une analyse causale qui le soit. Il me semble par conséquent que si, comme beaucoup d'entre vous le pensent, on entend réformer et professionnaliser les pratiques VO, eh bien il convient d'avoir, sur le plan cognitif, si vous voulez, sur le plan de nos connaissances, des éléments beaucoup plus précis que ceux que nous avons jusqu'à là. Alors c'est une vieille intuition pour moi, puisque j'ai rencontré Dominique Alain alors qu'il était chez Renault il y a un peu plus de 15 ans, lorsque Renault entendait développer des supermarchés de véhicules d'occasion. Déjà, on avait des intuitions qu'il y avait une grande partie du business qui échappait aux constructeurs, etc., ce qu'on retrouve chez PSA aujourd'hui, par exemple. Et puis, on manquait d'éléments. Et à ce moment-là, on avait commencé à travailler là-dessus et essayer de regarder ce qu'étaient les trajectoires des parcs, des véhicules qu'on mettait en parc, sur une durée de vie relativement longue. Qu'en passe-t-il en première main, qu'en passe-t-il en seconde main, et que peut-on en saisir? Donc c'est autour de ça que je vais réfléchir avec vous ce matin pour essayer de préciser ces phénomènes. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Là j'ai fait un rapide listing des raisons qui peuvent justifier cet intérêt pour les temps de détention. En matière de business VN, pour commencer, il me semble qu'effectivement, on a aujourd'hui un client type dans le commerce automobile en général, qui est plutôt renouvelant tous les 3 et 4 ans. Quand on regarde la manière dont on renouvelle les modèles, etc., c'est en pensant cela. Et puis, quand on regarde les indicateurs, on s'aperçoit qu'il y a un nombre significatif de ménages qui vont s'équiper pour 7, 8, 10 ans. Au fond, ça veut dire qu'ils vont zapper un des modèles. Ils vont passer, je sais pas quoi, de la 206 à la 208, sans plus se préoccuper de ça. Donc évidemment, ça interroge. Et puis évidemment, au-delà des véhicules eux-mêmes, il y a les offres que l'on met avec les véhicules. Sont-elles adaptées à des comportements de détention longs qui paraissent en croissance? Que faudrait-il faire pour s'y adapter? De la même manière, en matière d'après-vente, eh bien, on a effectivement une hypothèse implicite des réseaux de marques qui consiste à travailler plutôt avec des acheteurs de VN, en imaginant que le véhicule acheté neuf, il a encore une valeur résiduelle élevée. Évidemment, si le ménage garde son véhicule 7, 8, 10, 12 ans, l'offre après-vente est-elle encore adaptée? L'offre d'entretien qu'on lui a proposée, en imaginant que sa bagnole va encore valoir 35 ou 40% de sa valeur résiduelle, l'est-elle aussi? Perd-on des clients parce que leur véhicule vieillissant, ils trouvent un peu surdimensionné, ou ils trouvent qu'il y a une espèce de surqualité en matière d'après-vente? Ce sont des questions de ce type-là. Et la question qu'il y a derrière ça, c'est y a-t-il matière à segmenter les clientèles en fonction
des comportements de détention qu'ils paraissent développer. Et puis, pour ce qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire le business VO, eh bien, les comportements de détention, c'est ce qu'il y a derrière l'abondance ou la rareté du matériel disponible. Et par conséquent, si je maîtrise mes temps de détention, je peux maîtriser la première vie du véhicule, mais éventuellement sa seconde vie aussi. Je peux, si j'ai suivi du matériel pendant 7 ou 8 ans, ce qui était le comportement prévisible de mon client, récupérer un matériel maîtrisé en qualité parce que je l'ai suivi, et avoir, en matière d'offres de véhicules d'occasion, cette diversification de l'offre que chacun a compris qu'il fallait développer aujourd'hui. Donc tout cela justifie que l'on développe une connaissance beaucoup plus fine de ces phénomènes que celle avec laquelle nous, scientifiques, et vous, opérationnels, travaillons à ce jour. Alors, le type de questions qu'il y a derrière cela, les voici, sont des questions du type que deviennent 1000 véhicules commercialisés l'année 0, en année 1, 2, etc. Comment est-ce que les parcs, les véhicules mis en parc se comportent-ils de ce point de vue-là, et qu'est-ce qu'on peut faire de cette analyse-là? Quelle est la part des premières mains dans les offres VO après 1 an, 2 ans, 10 ans, etc. Comment se répartissent les transactions entre passage de première en seconde main, passage de seconde en troisième main et autres? Et puis derrière cela, il y a des questions du type, est-ce que, selon qu'on soit Toyota ou Citroën, selon que l'on soit Volkswagen ou Mercedes, on a à gérer les mêmes phénomènes? Est-ce qu'on a le même type de comportement de détention et à quoi sont-ils liés? Donc, ce sont ces questions-là qui vont nous animer et on va regarder si les extractions 3A qu'on a pu utiliser permettent de donner des premières réponses à cela. On va regarder également ce qu'il faudrait faire encore pour affiner les premiers résultats que je vais dégager avec vous. Et puis on terminera avec les facteurs explicatifs pour lesquels le travail reste encore à faire. J'y reviendrai. Alors, on est parti, Florence le disait, d'un matériel qui, comme d'habitude, est un peu austère, sont des extractions 3A. Et ce qu'on a demandé aux équipes de 3A, c'est de nous extraire millésime par millésime, année de première immatriculation par année de première immatriculation, les véhicules passant de première en seconde main et les véhicules passant de seconde en troisième main. Donc vous voyez que là j'ai mis l'A4. L'A4, c'est une voiture qui existe depuis longtemps. Donc si vous prenez 95, vous aviez un certain volume de véhicules qui est passé, qui était encore en première main, déjà. Les véhicules de 95 qui étaient encore en première main et qui ont été vendus cette année-là. Et puis on va faire ainsi l'analyse de la manière dont le parc de chaque millésime se comporte pour chaque modèle. Avec cinquième colonne dans mon tableau, les durées de possession des véhicules. Donc là, évidemment, en première main, c'est pas très compliqué, puisque si vous avez l'année, le millésime, vous avez la durée de possession. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est l'autre tableau où on a les passages de deuxième en troisième main, où là encore, on va avoir à la fois le nombre de transactions et le temps durant lequel les gens qui revendent leur voiture pour qu'elle passe en troisième main l'avaient détenue, ce qui nous permet évidemment de déduire à quel âge ils l'avaient achetée. Donc ça nous donne une représentation relativement précise de ce que j'ai appelé tout à l'heure la morphologie de la circulation des parcs. Donc voilà les données sur lesquelles on a travaillé. Donc on avait cette extraction 3A fournissant ce que je viens d'indiquer. On a essayé de tester l'hypothèse d'une différence de comportement des différents niveaux de gamme. Et pour ça, on a pris la gamme B et la gamme D, la gamme des Clio & Co et la gamme des Laguna & Co, si vous voulez. Donc on a 17 modèles qui sont analysés comme ça pour 7 marques en B et pour 10 marques en D. Donc les marques en question, vous les avez sur mon slide. On a calé cela en utilisant une estimation des parcs par modèle que j'ai construite en faisant comme on fait parfois quand on n'a pas beaucoup de moyens pour acheter des datas. C'est-à-dire que j'ai été récupérer sur le site de l'OTC les véhicules qui ont été contrôlés pour chaque modèle en les multipliant par 2 et en enlevant le montant des transactions VO qui ont donné lieu à contrôle technique, avoir une idée du parc. J'ai ajouté à cela les IMAT des 4 dernières années, puisque c'est des véhicules qui n'ont pas été contrôlés. Et puis ainsi, vous avez une estimation du parc, vous pouvez estimer vos activités sur parc, etc. Et puis, grâce à 3A,
AutoActu vous fournit, si vous êtes abonné, un certain nombre de données sur les hit parades VO qui vous permettent d'avoir le nombre total de transactions, hein, puisque là, vous avez compris, j'avais les passages de première main en deuxième main, les passages de deuxième main en troisième main. Il me manquait tout ce qui va suivre, les passages de troisième en quatrième, de quatrième en cinquième, etc. Donc je les ai récupérés pour avoir une idée de tout ça. Donc voilà comment j'ai raisonné. Alors, le premier type d'analyse que j'ai conduite, c'est ça. Hein, donc on prend effectivement les différents modèles. Donc les différents modèles, ils ont un inconvénient important qui peut s'éliminer, hein, mais qui est le fait que selon que vous raisonniez sur C3 ou sur Polo, vous avez un historique qui n'est pas le même, hein, puisque dans un cas, vous avez un véhicule qui a été lancé il y a 14 ans, dans l'autre cas, vous avez un véhicule qui a été lancé il y a 30 ans, donc évidemment, ça peut avoir un impact sur vos variables. Hein, donc on chiffre tout cela, hein, donc on extrait, donc là évidemment c'est un tableau de synthèse puisque vous avez compris que pour chacun, pour Polo par exemple j'avais 30 lignes si vous voulez de calcul, donc il fallait, bon, hein, donc je synthétise tout cela en ces termes-là et on voit déjà, hein, si on est un peu attentif, un certain nombre d'éléments apparaître, hein, qui font apparaître qu'évidemment on a encore, hein, c'est le premier élément, beaucoup de passages de première en seconde main, hein, pour les véhicules, hein, y compris à des âges avancés, comme mon tableau tout à l'heure le montrait. Hein. Et puis, évidemment, hein, on a aussi, hein, c'est la colonne temps de détention des véhicules concernés et temps de détention en première main des véhicules passant en troisième main. On a une idée de la durée pendant laquelle les gens, en moyenne, conservent les différents véhicules. Hein. Donc, vous voyez que là, la moyenne du B, c'est 5,3 ans pour les véhicules qui passent de première en seconde main. Et puis pour ceux des véhicules qui sont dealés en troisième main, on reconstitue le chiffre et on est à 4,3. Hein. Donc ça veut dire que si on prend l'ensemble des informations que nous avons sur les véhicules qui passent de première en seconde main, on va avoir un temps de détention moyen des véhicules, des petits véhicules, qui est aux alentours de 5 ans. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez effectivement une assez grande variabilité de cette variable-là, hein, puisque vous avez des modèles comme C3 qui paraissent tourner relativement plus vite, alors que des modèles comme la Fiesta ou la Corsa apparaissent comme étant détenus plutôt plus longtemps, hein, ce qui n'était pas forcément ce à quoi on s'attendait. Hein, et donc on va ainsi mobiliser une série d'informations qui sont celles-là. Alors, pour essayer de regarder comment les différents modèles se situent les uns par rapport aux autres, j'ai calculé une première variable qui était relativement intuitive, qui était l'âge auquel les transactions de passage de première en seconde main sont dépassées par les passages de seconde en troisième main, hein, ce qui donne une idée de la vitesse à laquelle le parc circule. Hein, et là, effectivement, on s'aperçoit que, comme on pouvait s'y attendre, Fiesta, Corsa vont avoir un âge auquel les transactions sur le première main cessent de dominer relativement élevé. À l'inverse, hein, si vous prenez la Clio, on est pratiquement 1 an et demi en dessous. Hein, donc on a effectivement un parc qui est relativement plus stable, qui paraît tourner un peu moins vite ici. Et puis ça vous donne la physionomie des transactions. Alors, tout ceci, c'est une information qui est difficile à interpréter. Ce qui m'a paru important, c'est de saisir, au-delà des moyennes, hein, les écarts types. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on peut avoir une moyenne caractérisée à 5 ans. Selon que l'écart type soit très important ou très faible, ça voudra dire que tout le parc, au bout de 10 ans, sera déjà en seconde main dans un cas, alors que si l'écart type est fort, ça voudra dire que malgré le fait que, je ne sais pas, la moyenne est à 5 ans, au bout de 10 ans, il y aura encore une proportion très importante de modèles qui sera encore détenue par le primo-détenteur. Et ça, c'est une information qui est majeure. Donc, en faisant des hypothèses de loi normale, si vous voulez, l'écart type rapporté à la moyenne vous donne une idée de ce qui se passe pour les différents types de modèles. Hein, par exemple, hein, si je prends la Laguna que vous avez là, la Laguna, elle a une durée moyenne de détention qui est très standard, hein, qui est aux alentours de 5 ans, 3. Par contre, on a un écart type qui est extrêmement élevé. Hein, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une du parc de Laguna qui va tourner très vite,
qui va avoir une durée de détention très courte. Par exemple, parce que les garages ont immatriculé beaucoup. Par exemple, parce qu'on en a fourgué beaucoup à la LCD. Par exemple, parce que, etc. Ou parce qu'on a, comme c'est le cas pour des modèles comme ça, des immatriculations à LLD qui vont plutôt vous mettre les premières transactions en première main à 3 ans et demi ou 4 ans. Et puis, à l'inverse, quand on aura réussi à fourguer la Laguna au ménage, parfois ça arrive, eh bien, eux, comme ils ne pourront pas la revendre, par exemple, ils vont la garder, quoi. Et donc, vous en aurez beaucoup qui seront détenus par leur primo-détenteur au bout de 10 ou 15 ans. Et évidemment, ça veut dire que vous aurez un renouvellement qui se fera pour ces modèles-là en particulier plus lentement. Donc là, effectivement, si vous considérez qu'on a des courbes gaussiennes, vous avez des courbes qui sont plus ou moins pointues, avec un resserrement autour de la moyenne, ou plus ou moins aplaties, avec un fort étalement autour de la moyenne. Et c'est effectivement une assez bonne manière de décrire cela. Évidemment, il faudra vérifier que mon hypothèse gaussienne, si vous voulez, elle est plus ou moins vérifiée, ce qui exigerait des extractions un peu plus fines. Mais ça vous donne quand même des éléments relativement intéressants. Alors, il y a d'autres informations qui sont assez marquantes, me semble-t-il. C'est les Toyota. On a effectivement des Toyota qui paraissent faire l'objet de transactions beaucoup plus faibles. C'est un parc qui tourne moins. Donc, vous voyez que notre activité sur parc en A26 ou en Yaris, elle est plutôt plus limitée que ce qu'on va trouver sur de la série 3. Là. Donc là, évidemment, comme ma valeur paraît relativement aberrante, il faudra que je contrôle ceci. Mais très clairement, pour A4 et classe C, on est plutôt aussi au-dessus de la moyenne des taux d'activité sur parc. Donc il y a là un certain nombre d'informations importantes. Alors ça ne me satisfaisait pas complètement. Et j'ai essayé de raisonner un peu différemment en interrogeant des collègues démographes en particulier. Et ça me conduit à vous proposer une autre approche dont j'espère qu'elle sera plus parlante. Donc là, j'ai effectivement raisonné en termes de cohortes, en termes démographiques, et je prends les modèles immatriculés en 2007, donc à partir des immatriculations que j'ai pour mes différents modèles 2007, et puis évidemment pour 2015-2016, j'ai les éléments qui concernent ce millésime 2007 qui me permettent de savoir ce qui les a concernés en matière de passage de première en seconde main, de seconde en troisième main, etc. Et puis j'infère ce qui a pu se passer les années précédentes en considérant que ce qui s'est passé en 2015 pour les modèles 2008, c'est ce qui avait dû se passer en 2014 pour les modèles 2007, etc. Et je recompose ainsi la trajectoire de mon parc et les différents passages de ce millésime en première main, puis en seconde main, puis en troisième main. Alors, ça veut dire que, si vous voulez, je rapporte, puisque j'ai les immatriculations pour toutes ces années-là sans trop de soucis, je rapporte le nombre de transactions de passage de première main en seconde main au volume de véhicules neufs qui avaient été vendus pour le millésime concerné à chaque fois. J'applique ces ratios-là que je calcule pour chacun des millésimes à mon millésime 2007 et ça me donne un nombre de véhicules qui passent en seconde main qui est calculé ici pour le millésime 2007. Et ça correspond effectivement à des parts des véhicules qui étaient détenus en première main qui passent en deuxième main, qui vont décroissantes, mais qui restent élevées pendant au moins les 4 premières années, qui baissent sur les années 6 et 7 et qui reprennent ensuite. Donc évidemment, ça correspond à des comportements de détention qui paraissent ici bimodaux, si vous voulez, avec un pic sur les années 3, et puis ensuite un autre pic qui paraît intervenir sur les années 8-9. Donc ça me donne une idée de ce qui peut advenir sur un modèle particulier. Et j'ai évidemment pas le temps de vous montrer ce qui se passe pour chacun des 17 modèles, mais vous avez effectivement ce phénomène-là très fréquemment, plus ou moins marqué selon les modèles. Donc on a des informations relativement précises. Alors ensuite, donc là, vous avez un calcul que j'ai fait qui correspond à ce taux-là. Donc vous comprenez bien, là, je rapporte ce nombre de passages au nombre de véhicules qui restaient en première main, si vous voulez. Donc c'est l'activité, c'est la proportion des véhicules qui restaient en première main, qui sont passés
en année 1, en année 2, en année 3, hein, en deuxième main, hein, ce qui me permet de savoir comment le parc de première main se vide, si vous voulez, pour que l'ensemble d'un millésime soit, au bout d'un temps, ne soit plus détenu qu'en troisième ou quatrième main, hein, ce qui n'est jamais le cas, puisqu'il y a toujours une proportion significative de véhicules qui ont été acquis, qui restent détenus par leurs primo-détenteurs pratiquement jusqu'à leur mort. Hein, en moyenne, à 15 ans, vous avez encore 8, 9, 10%, hein, et pour certains modèles, c'est bien plus élevé. Et puis ensuite, on fait la même chose pour les passages de deuxième en troisième main, hein, etc. Alors, ça me permet de calculer. Oui, je peux finir en 10 minutes, oui. Alors, ça me permet de calculer, effectivement, sur les 9 années, hein, un certain nombre d'éléments significatifs. Et en particulier, ben, là, je vais faire évoluer mon parc, enfin, je vais répartir mon parc année après année entre le nombre de véhicules détenus par les primo-détenteurs, le nombre de véhicules détenus par les deuxièmes, les nombres de véhicules détenus par les troisièmes, hein, avec les proportions qui vont évidemment aller décroissantes pour les primo-détenteurs, qui vont croître puis décroître pour le second détenteur, et puis qui vont croître continuellement pour le troisième détenteur. Hein. C'est ce genre de machin-là, hein, donc ça vous donne effectivement, hein, le profil. Hein. Évidemment, quand on prend les courbes respectives des différents modèles, eh bien, on a, hein, une idée assez précise de ce qu'il advient en matière d'évolution des détentions par les différents, pour les différents modèles ou pour les différentes marques ou pour les différents niveaux de gamme. Hein, donc c'est le type de méthode que je propose. Alors ça donne effectivement, quand on fait la synthèse pour les 17 modèles ou les 17 types de modèles que j'ai étudiés, hein, ça donne les choses suivantes. Donc vous voyez que les premiers détenteurs, hein, donc au bout de 9 ans, hein, donc là on raisonne sur ce qu'on a comme résultat au bout de 9 ans pour les différents modèles. Hein, donc vous voyez que comme je l'indiquais tout à l'heure, vous avez Fiesta, hein, ou Yaris, hein, dont les taux de détention par les primo-détenteurs au bout de 9 ans, hein, paraissent très élevés par rapport à d'autres modèles comme Clio, où il n'y a plus beaucoup de primo-détenteurs au bout de 9 ans. Hein. Donc ça veut dire que ben, on a des raisons de raisonner différemment sur son VO, hein, et sur l'abondance du matériel de qualité, si vous voulez, hein, selon que l'on soit à la tête d'une marque ou d'une autre, parce que d'évidence, les acheteurs ne se comportent pas de la même manière. Hein. De la même manière, hein, par rapport à l'approche que j'avais tout à l'heure, hein, on avait dit bah, la Laguna, c'est un modèle qui paraît tourner relativement vite. En même temps, comme on avait vu, on a des écarts types très importants, bah, on s'aperçoit que ça se traduit ensuite, quand on étudie cette démographie du parc, par le fait que, bah, malgré un parc qui tourne relativement vite, il y a une partie du parc qui reste collée à son primo-détenteur, en l'occurrence une Laguna de 9 ans. Hein, ben, y a une Laguna de 9 ans sur 4 qui est encore détenue par son primo-détenteur, hein, et qui est par conséquent susceptible, hein, de correspondre à une catégorie de clientèle dont on doit se demander comment on la traite, hein, comment on la choisit et comment éventuellement on va chercher chez elle le matériel dont on pourrait avoir besoin pour diversifier ces gammes en véhicules d'occasion aussi. Donc, en gros, il y a des éléments, hein, qui sont indéniablement intéressants et porteurs, hein, et évidemment, il faudrait que les uns et les autres vous lanciez dans ce type d'analyse-là pour qu'on accumule un certain nombre d'éléments qui permettraient d'aller plus loin, hein, mais il y a certainement une piste ici. Alors, pour moi, hein, qui ai passé quelques nuits là-dessus, il me semble que si j'avais encore quelques nuits à passer, en gros, je ferais les choses suivantes. Hein. Ben, je demanderais à 3A de ne pas me donner seulement 2015, mais de me donner aussi 2014, 2013, etc., pour regarder si jusqu'où mes hypothèses, hein, faites à l'instant sont praticables. Hein. Évidemment, ça, je peux le faire tout seul parce que j'ai les éléments grâce à 3A et à AutoActu. Je peux évidemment intégrer les différents types de vente à flotte par modèle et par année pour regarder quel impact ça a sur le comportement de détention, hein, puisque 3A ne différencie pas a priori, enfin ne m'avait pas différencié dans les données que j'ai utilisées, les transactions qui vont de flotte à particulier par rapport aux transactions qui vont de particulier à particulier. Donc il faut effectivement faire ce travail-là pour regarder ce que ces ventes
hors particulier ont comme impact sur tous ces phénomènes. Hein. Et puis, évidemment, ben, là, on n'a fait que du B et du D. Il faut intégrer d'autres modèles et éventuellement différencier l'essence et le diesel, par exemple. Alors, derrière, une fois qu'on saura un peu mieux en quoi consistent ces phénomènes, hein, il conviendra de tester un certain nombre de variables explicatives pour savoir ben, comment les comportements de détention structurent. Hein, bon, moi, ça m'est venu cette idée-là, en partie parce que quand j'étudie l'équipement des ménages selon le niveau de revenu, j'ai quand même, sur les quintiles les plus contraints, sur les quintiles 1 et 2, des acquisitions de VN. Ce qui est étonnant, parce que, bon, évidemment, vous en avez beaucoup moins, mais il y en a quand même, hein, et ça correspond la plupart du temps à des véhicules qui ont été acquis neufs, mais qui ont été acquis neufs il y a très longtemps. Hein, et par conséquent, il y a probablement des comportements de détention qui sont relativement contrastés, d'abord en fonction de cette variable-là. Évidemment, il convient de tester ça. Il y a ensuite, évidemment, hein, le type de roulage. Il y a la question du premier véhicule, du second véhicule sous ce rapport-là. Il y a la question, ben, évidemment, des contraintes de mobilité qu'exercent les niveaux de densité des espaces sur lesquels on vit, hein, qui devraient également être intégrés. Donc il y a évidemment toute une série d'hypothèses explicatives qu'il faut tester, hein, et ça permettrait éventuellement ben, de faire ce que, en gros, je suggère, c'est-à-dire une segmentation des clientèles en fonction des comportements probables de détention, avec soit la volonté de s'adapter à ces comportements de détention, soit la volonté, éventuellement, ben, d'infléchir les comportements de détention pour les faire bouger là où on souhaiterait qu'ils bougent. Hein, et évidemment, derrière tout cela, il y a éventuellement la nécessité de recouper ce que nous avons extrait ici des seules données 3A d'un certain nombre d'autres outils statistiques dont on peut disposer. Hein, je pense éventuellement à l'enquête nationale transport, hein, qui est un outil assez précieux, mais le grand inconvénient d'être administré tous les 10 ans pratiquement, voire tous les 15 ans. Hein, donc évidemment, on peut difficilement utiliser ça comme un outil de suivi, hein, mais il y a un outil qui appréhende les choses de manière différente, plutôt en termes de comportement des ménages qu'en termes de comportement des parcs, c'est l'enquête parc. Donc il me semble que en recoupant ce que j'ai commencé à faire ici avec les enquêtes 3A, avec les enquêtes parc qui demandent aux gens quel véhicule avez-vous acheté, à quel âge l'avez-vous acheté, dans quel canal, etc., on peut arriver effectivement à préciser ces phénomènes-là et à développer un certain nombre de modèles explicatifs qui permettraient ensuite d'opérer sur ces parcs d'une manière un peu renouvelée ou de manière un peu plus maîtrisée. Si vous voulez. Voilà. Hein, donc, il me semble qu'effectivement, pour conclure, c'est bon, il est intuitivement extrêmement séduisant et moi qui suis très âgé, c'est une vieille idée quand même. Hein, il est intuitivement très séduisant de se dire qu'il faut essayer de gérer au mieux ces parcs et d'extraire au mieux de la valeur des parcs et ne pas se contenter de mettre dans un machin qu'on ne maîtrise pas, qui s'appelle le parc, des véhicules neufs. Soit. Mais, pour toute une série de raisons, c'est ça qui permettra, c'est à cette condition-là qu'on peut maîtriser mieux son VN, c'est à cette condition-là qu'on peut commencer à espérer faire quelque chose sur la prévente sur véhicules anciens. C'est à cette condition-là qu'on peut diversifier ses offres VO. Et accessoirement, ça permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes dont on voit bien combien ils sont prégnants. Je pense par exemple au contrôle 5 gaz. Aujourd'hui, on ne sait pas si on va pouvoir l'administrer parce qu'on ne sait pas du tout comment traiter les clientèles acheteuses de véhicules anciens qui risquent de ne pas pouvoir faire face à tout cela. Donc, si vous voulez, que les professionnels maîtrisent mieux le parc parce que ça intéresse leur business, ça intéresse aussi les pouvoirs publics qui peuvent se dire que on aura un parc qui sera d'une qualité croissante en matière sécuritaire et en matière écologique si les professionnels sont conduits à intervenir dessus beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Mais
Il me semble que c'est une intuition. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 90 sur ces questions-là, vous aviez toute une série d'opérateurs américains qui étaient sur ce type d'intuition-là, qui commençaient à racheter des loueurs courtes, des loueurs longues, qui voulaient effectivement avoir une gamme, deux gammes, trois gammes en VO, des supermarchés, etc. Bon, c'est des choses qui restent un peu dans les limbes et qui restent dans les limbes depuis très longtemps. Il y a par conséquent, me semble-t-il, un effort considérable d'approfondissement des connaissances, d'invention de nouvelles segmentations et puis d'expérimentation de solutions un peu séduisantes qui restent à développer. Et c'est un peu ce dont je souhaitais tenter de vous convaincre ce matin. Adieu.